Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles, le lifestyle. Dans ce journal, nous reviendrons sur Mathias Hénard, lauréat du concours 2015 avec Boussole. Nous l'avons reçu hier, vous l'entendrez à la fin de ce journal. Au sommaire également, focus sur le film qui cette semaine en France va marquer un tournant sur le regard que l'on porte sur les camps. Avec le fils de Saul, le jeune Laszlo Nemes montre l'intérieur, le quotidien d'un Sonder commando avec ses propres yeux. Et puis, eh bien, nous vous ferons découvrir une artiste, la jeune Alma Itzraki. Elle est israélienne, elle vient de gagner l'un des prix les plus prestigieux du pays. Et puis enfin, nous partirons sur les traces de l'homme qui a fait sauter les stars. Le photographe Philippe Halsman, à partir des années 40, cet Hongrois a demandé aux plus grands de bondir. Son travail est à voir à Paris, en ce moment en France. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle au Culture Mag. Parmi les films qui sortent cette semaine en France, il y a Le fils de Saul. Il y aura un avant et un après ce film, comme il y a eu un avant et un après le documentaire Shoah. Le fils de Saul est une fiction, mais une fiction sidérante qui, depuis le Grand Prix du Festival de Cannes, marque les esprits. Le rappel des faits, Solal Azeroual. Laszlo Nemes, Grand Prix du Festival de Cannes, a filmé l'intérieur d'un camp de concentration nazi. Pour son premier film, le réalisateur hongrois propose une immersion dans les Sonderkommando, les unités de juifs forcés de collaborer à la solution finale. Unique par son sujet et ovationné pour sa forme, Le fils de Saul suit Saul Oslander, un déporté juif hongrois forcé de travailler dans les chambres à gaz et de brûler les cadavres dans les crématoriums. Mais un jour, Saul croit reconnaître son fils dans un des cadavres. Il se met alors en quête d'un rabbin et d'une sépulture digne pour ce petit garçon. Pour raconter l'indicible, comprendre l'inexprimable, montrer l'ineffable, Laszlo Nemes s'est plongé dans l'univers concentrationnaire. Il me semble que la Shoah n'a jamais été comprise viscéralement. L'Holocauste est un sujet trop souvent traité de façon intellectuelle, mais jamais de sorte que l'on comprenne ce qu'une personne, ce qu'un individu a pu vivre dans les camps pendant ce processus d'extermination, à quel point les déportés étaient déshumanisés dans les camps. Très attendu par le grand public, Le fils de Saul est un succès. Partout où il est joué, le film est non seulement nominé, mais laisse le public en état de choc. Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, a salué l'œuvre à sa façon, en la présentant comme l'antiliste de Schindler. Depuis sa sortie en juin 2015 en Hongrie, Le fils de Saul a été récompensé au Festival de Cannes et de Sarajevo, nominé au Festival de Londres, d'Hambourg et de Stockholm, projeté au Festival de Toronto et de New York, une réussite auquel le jeune réalisateur ne s'attendait pas. Je ne fais pas un film pour être récompensé. J'espère toucher la plus large audience possible, peut-être mondiale. Donc oui, ça a été très intense et c'est une superbe opportunité pour le film de voyager, d'être projeté dans tout le monde. C'est assez incroyable, effectivement. Ce succès est aussi dû au format unique de ce long métrage qui donne à voir uniquement ce que le personnage principal voit. Entièrement focalisé sur le personnage de Saul, le film est tourné sur une pellicule 35 mm afin d'offrir aux spectateurs une expérience immersive et émotionnelle. Je me suis posé la question ce que c'était l'impression qu'on avait quand on arrivait à Birkenau sur la rampe pour les Juifs. Quelles étaient les dernières heures? Ça m'a... Me projeter là-dedans était une force qui m'a poussé à faire le film. Pour son premier long métrage, le réalisateur de 38 ans a exploité toutes ses ressources. Son acteur principal, Géza Rohrig, n'est pas comédien de formation, mais écrivain et enseignant. Pour faire ce film, Laszlo Nemes a puisé dans son histoire personnelle. Une partie de sa famille, des Juifs venus d'Ukraine, a été déportée à Auschwitz. Une forme de catharsis ? Voilà, Le fils de Saul donc, qui sort en France cette semaine, qui va représenter la Hongrie aux Oscars du meilleur film étranger. Ce film, on vous le dit, est au-delà d'un film à cause de sa forme notamment. Qu'est-ce que cette mise en scène particulière peut apporter à l'histoire? Eh bien, c'est la question qu'on veut poser à Michael Prazan. Bonjour Michael. Bonjour. Vous n'avez pas vu le film, on va le préciser, mais vous êtes documentariste, vous êtes réalisateur, vous travaillez sur ce sujet de la mémoire des camps inlassablement. Michael Prazan, qu'est-ce que cette fiction particulière peut apporter à ce que l'on sait déjà des Sonderkommando? En réalité, on sait très peu de choses et c'est très très difficile d'en savoir plus.
J'ai moi-même tenté de faire un film documentaire pendant 4 ans sur ce sujet, avec un historien israélien qui est le grand historien de la question des Sonderkommando à Auschwitz, qui est Gideon Grey. On n'y est pas parvenu parce qu'on n'a pas réussi à trouver de diffuseur, mais je sais évidemment que la documentation visuelle est évidemment extrêmement pauvre. Il n'y a que 4 ou 5 photos qui ont été prises à la dérobée par les Sonderkommando eux-mêmes. Et puis on a ces magnifiques et terribles documents qu'ils ont écrits et qu'on a retrouvés ensuite enterrés à l'emplacement des crématoriums, et qui sont des documents exceptionnels. Mais en tout cas, pour incarner et faire vivre cette histoire, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que cette histoire demeure le domaine réservé des historiens, et c'est la grande force de la fiction, et surtout de ce genre de fiction, que d'incarner, que de représenter ce qui est très très difficile de se représenter soi-même. Et je crois que dans ce cadre-là, la fiction est absolument nécessaire. Reste bien sûr à définir les modalités de cette représentation, et je crois que le choix fait par le réalisateur est un choix extrêmement juste. Donc justement, ce qui est lié finalement à la pauvreté des images documentaires, c'est le manque qui a causé la nécessité d'une certaine façon. Nécessité, c'est beaucoup dire. Je crois qu'il y a quand même un grand courage aussi de réalisation et de production de s'attaquer à ce genre de sujet, et surtout de le traiter de manière très très rigoureuse et certainement étouffante, puisque tout le film, je crois, est un long plan séquence au Steadicam, et on retrouve là d'ailleurs une facture assez du cinéma de l'Est, du cinéma russe. On avait pu le voir notamment dans un film exceptionnel qui est le film d'Hélène Klimov, Va et regarde, traduit en français. Bien sûr. Requiem pour un massacre. Et donc ça nous donne quand même, à nous qui n'avons pas pu avoir accès à ce type de représentation, à mon avis, quand le film est réussi, quelque chose d'inestimable, et d'autant plus inestimable aujourd'hui que ceux qui pouvaient nous raconter, bien sûr, et a fortiori les Sonderkommando qui sont très peu à avoir survécu, disparaissent aujourd'hui. Donc c'est normal, je trouve ça essentiel aujourd'hui que la fiction prenne le relais, en tout cas en aussi de l'histoire, et qu'apporte quelque chose. Merci, Absolument. Merci Michael Prazan, à très bientôt, merci. Tout de suite, le highlight, le photographe Philippe Halsman, c'est signé Solal à Zeroual. Le photographe laiton qui faisait sauter les stars. 300 œuvres pour retracer sa carrière. Du Paris des années 30 à son studio new-yorkais, Philippe Halsman est l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Parmi ces clichés, on retrouve Marilyn Monroe, Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Andy Warhol, Duke Ellington, Richard Nixon, le duc et la duchesse de Windsor, André Malraux ou encore Jean Cocteau. Mais Halsman n'est pas un paparazzi. Avec Salvador Dali, il invente la jumpologie et photographie les personnalités en train de sauter. On passe à l'art maintenant. Nous voudrions vous faire découvrir une toute jeune artiste israélienne. Elle s'appelle Alma Yitzhaki. Elle vient de gagner un prix, 2 prix même en Israël, très importants, des prix qui sont en train de lancer sa carrière. Vous allez juger vous-même. Est-ce qu'elle en a besoin d'ailleurs d'avoir une carrière lancée? C'est absolument magnifique. Bonjour Alma, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous exposez au musée de Tel Aviv vos tableaux qui, pour moi, on va le voir, sont à la fois expressionnistes, violents, agressif, criard parfois. Est-ce que c'est quoi? C'est une envie de crier quelque chose? On peut dire ça en un sens, mais ce que j'essaie vraiment de faire en fait, c'est simplement de peindre ce que je vois, ce que je ressens dans la vie de tous les jours. Alors en effet, le quotidien est parfois violent, intense et compliqué, et j'essaye de faire ressortir tout ça dans mes peintures. Mais en général, il s'agit surtout de choses qui sont proches de moi. Alors cette exposition donc au Tel Aviv Museum en Israël est titrée Judean Nevils. On va voir le tableau qui correspond
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir choisi ce tableau-là et ce titre-là? En fait, c'est le nom d'une rue de Jaffa dans laquelle je vis et où se trouve mon atelier. C'est aussi le titre d'une de mes toiles. Riche ou dans les quartiers plus pauvres? Dans le nord, dans le sud? Oui, dans le sud de Tel Aviv, à Jaffa. Pas vraiment, voilà. C'est aussi un nom qui est gravé sur des pièces anciennes romaines, qui représentaient la prise de Jaffa par les Romains. C'est le vrai sens de ce nom. Au XIXe siècle, on a découvert que ces pièces étaient fausses, et pourtant ils ont quand même donné ce nom à cette rue de Jaffa. Donc toute cette histoire m'a beaucoup attirée. Alors je voudrais qu'on fasse un exercice de portfolio, vous allez nous expliquer un peu vos toiles. Je voudrais qu'on s'arrête sur plusieurs de vos toiles, sur trois de vos toiles. Abimar, une blague, je ne traduis pas, Trafic et Broomfield. Vous l'avez dit, vous observez la rue, mais j'ai l'impression que c'est une observation un peu sociale, comme si vous étiez à la fois journaliste et assistante sociale. Okay, well, maybe I wouldn't say journalist, but I am really interested in social things. Je ne dirais pas journaliste, mais c'est vrai que je suis très intéressée par tout ce qui est social, l'interaction entre les gens, la façon dont chacun se comporte dans les endroits publics, dans la ville. Donc oui, toutes les toiles dont vous avez parlé, on le voit là par exemple, ce groupe de jeunes qui peignent le sol en noir, ce sol très blanc. Mais je ne considère pas ça comme du journalisme. Parce que c'est une fiction, ça ne s'est pas vraiment passé. Vous peignez pas sur photo, vous peignez avec votre imagination. Exactement, je n'utilise pas de photos, je peins seulement selon mon imagination, mes souvenirs. Chaque scène, je la reproduis en suivant un long processus. D'abord les dessins, puis je construis lentement toute sa composition. Donc évidemment, il y a une grande part d'invention, de subjectivité, d'imagination qui diffère complètement du journalisme. Alma, de façon un peu plus politique, on va voir trois autres tableaux. Il y a Bread Brother, Gaza Prisoner et Noon Prayer. Donc là, ce sont des hommes, ils ont la tête rasée. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans ces tableaux-là? Et est-ce que vous, en tant que jeune artiste, aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué pour vous de peindre? Vous êtes né avec une situation, vous allez grandir avec une situation politique en Israël. Est-ce que c'est facile de peindre comme en ce moment? Well, okay. As you said, Comme vous l'avez dit, je suis née dans cette situation, je vis dans cette situation et au-delà de ça, je suis très engagée politiquement, depuis toute jeune. Donc forcément, c'est toujours un peu dans ma tête et quand on se trouve en pleine crise comme actuellement, c'est encore plus fort. Mais ça fait simplement partie de ma vie. La prière dans le garage, c'est une scène qui se produit tous les jours juste à côté de mon atelier. C'est ce que je vois tous les jours. Next to my studio every day. I see it every day. So. Alors, on va terminer là-dessus. Il y a ces couleurs que vous utilisez qui sont très fortes. Il y a aussi ces formes qui sont à la fois. Il n'y a pas d'arrondi, c'est très anguleux. Je l'ai dit, c'est un peu agressif presque. Qui sont vos maîtres? On voit un petit peu des influences de Lucian Freud, de Bacon. Bon, voilà. Mais qui sont vos Oui, évidemment, je suis très inspirée par les peintres expressionnistes comme Bacon, Lucian Freud et Paola Rego aussi. Mais je suis aussi très intéressée par la peinture classique, comme les peintures chrétiennes. Vous savez, si vous regardez bien, vous verrez que les peintures chrétiennes sont aussi très violentes et très agressives. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec ce prix? Vous avez gagné de l'argent, vous exposez au musée de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous espérez? Eh bien, l'exposition vient tout juste d'ouvrir. C'est une exposition pour laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans. Je pense que maintenant, c'est le moment pour moi de me poser un peu et de voir ce qui va se passer. Mais j'ai déjà commencé à travailler sur une autre exposition, donc il y a encore plein d'autres peintures à venir. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail. Merci. Et j'invite tout le monde à aller voir cette exposition si vous êtes en Israël, à Tel Aviv. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. C'est la fin de ce Culture Mag. On va se quitter avec le Point G qui agite la France chaque année en novembre. Le prix Goncourt vient d'être décerné à Mathias Hénard. Nous, on le sentait, puisqu'on vous a proposé un entretien avec lui hier. Boussole, formidable roman aux éditions Actes Sud qui va vous aider à comprendre, à voir autrement les relations entre l'Orient et l'Occident. Une lettre d'amour à l'islam. On ne résiste pas. On se quitte avec Mathias Hénard. Le livre est avant tout une histoire d'amour, une double histoire d'amour peut-être. D'un côté, l'amour de Franz pour Sarah, la jeune femme qu'il aime depuis très longtemps. Donc il va nous raconter un peu sa passion. Et aussi une deuxième histoire d'amour qui est celle qu'il a pour l'Orient, pour les musiques
du Moyen-Orient, pour la littérature, les langues. Montrer autre chose, ça c'était vraiment un des objectifs du livre. Disons que, alors qu'aujourd'hui c'est finalement la violence et une version très extrémiste de l'islam, par exemple, qui est très présente dans les médias, Boussole essaye d'aller un peu au-delà de ça et de voir d'une autre façon sur le plan de la culture, de la diversité. Voilà, et le prix Renaudot, lui, a été attribué à Delphine de Vigan pour D'après une histoire vraie aux éditions Lattès, qu'on vous conseille également de lire. À demain. Merci. Juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci.